échographie, radio, mammographie, scanner, radioscopie, IRM et j'en passe. Si vous vous êtes déjà rendu à l'hôpital à la suite d'un accident, dans le cadre d'un octobre ou même pour des visites prénatales, alors je suis sûr qu'on vous a déjà prescrit un de ces examens, n'est-ce pas? Seulement, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça se fait que vous voyez une main, la radio voit des os? Ou vous voyez une tête, l'IRM voit un cerveau? Ou vous voyez un ventre rond, l'échographe voit un bébé? Par quel miracle ces appareils parviennent-ils à voir à travers notre peau et à nous montrer ce qui est caché dans notre corps? Je sais, ça peut paraître compliqué, voire incompréhensible. Pour certains, ça relève même de la magie. Mais je vous promets que même si vous n'avez aucune notion en médecine ou en ingénierie, et quel que soit votre niveau d'études et votre domaine d'études, si vous suivez attentivement mes explications, vous allez comprendre comment tous ces appareils fonctionnent. Bonjour à tous et à toutes, je suis Soleil Ballegel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne consacrée au partage d'expériences et de connaissances. Dans cette série que nous entamons, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement des appareils d'imagerie médicale. Mais comme on ne peut pas se précipiter dans le vif du sujet sans maîtriser certaines bases, je vous propose cette vidéo introductive dans laquelle je vais tout simplement répondre à la question « Qu'est-ce que l'imagerie médicale ?» Si vous faites des recherches sur la question, vous trouverez plusieurs définitions de l'imagerie médicale. Mais pour vous en donner une définition basée sur mon expérience personnelle, je dirais tout simplement que l'imagerie médicale désigne l'ensemble des techniques utilisées en médecine pour produire des images de l'intérieur du corps sans toutefois l'ouvrir. Et ces images peuvent être exploitées de plusieurs façons différentes. Elles peuvent par exemple servir à observer un organe, évaluer la gravité d'une maladie, observer l'évolution d'une grossesse. Dans ce cas, on parle d'imagerie diagnostique parce qu'il est généralement question de poser un diagnostic. Elles peuvent aussi servir à guider l'introduction d'un cathéter, guider une biopsie, guider la pose d'un stent. Et dans ce cas, on parle d'imagerie interventionnelle parce qu'il est question de guider en temps réel une intervention médicale. Lorsque nous, êtres humains, nous voulons collecter des informations sur le monde qui nous entoure, nous utilisons des grandeurs physiques comme la lumière que nous voyons, le son que nous entendons ou encore les odeurs que nous sentons, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil avec les appareils d'imagerie médicale. Ils utilisent tous un phénomène physique qu'ils peuvent capter, mesurer, interpréter et transformer en images pour nous les restituer. Ainsi, comme phénomène physique utilisé en imagerie médicale, nous avons les rayons X, nous avons les ultrasons, nous avons le magnétisme, nous avons la radioactivité. Et en fonction du phénomène physique et du principe technologique d'utilisation, nous distinguons ce que nous appelons les modalités d'imagerie. Retenez bien ce terme, nous allons beaucoup revenir dessus lors de nos prochaines vidéos. Modalités d'imagerie médicale. Ainsi qu'en modalité à base de rayons X, nous pouvons citer la radiographie, la tomodensitométrie ou encore le scanner. Comme modalité à base d'ultrasons, nous pouvons citer l'échographie. Comme modalité à base de magnétisme, nous avons l'IRM. Comme modalité à base de radioactivité, nous avons la scintigraphie. Nous avons la tomographie par émission de positrons, nous avons la tomographie monophotonique. Et chacune de ces modalités fera l'objet d'au moins une vidéo dans laquelle je vous expliquerai en détail son principe de fonctionnement. Lorsque vous êtes souffrant et que le médecin qui vous suit a besoin de voir plus en profondeur à l'intérieur de votre corps, il lui revient le soin de vous orienter vers l'une de ces modalités en vous prescrivant un examen d'imagerie. Mais il ne le fait pas au hasard, il le fait suivant certains critères qui vont l'orienter vers un examen précis. Par exemple, on peut citer l'organe à examiner, car certaines modalités qui sont plus appropriées pour voir les os et les poumons ne sont pas tout aussi efficaces lorsqu'il faut voir le cœur, les vaisseaux sanguins ou encore les fœtus, et inversement. Comme autre facteur que le médecin prend en compte, on peut citer votre âge, on peut citer le fait que vous soyez enceinte ou pas, on peut citer la présence d'implants dans votre corps, car certains implants métalliques ou même certains pacemakers réagissent avec certaines modalités et brouillent l'image. On peut aussi citer l'urgence même de votre intervention, car certaines modalités sont réputées pour leur rapidité, tandis que d'autres sont plus lentes. Et vous conviendrez avec moi que l'urgence d'un AVC n'est pas similaire à l'urgence d'une visite prénatale. Une fois l'examen réalisé, le médecin radiologue peut s'installer pour interpréter l'image afin d'orienter votre médecin traitant. Mais il arrive qu'il y ait d'autres patients qui attendent leur tour. Qu'est-ce qu'on doit alors faire? Est-ce qu'il faut privilégier les patients qui souffrent déjà assez? Est-ce qu'il faut privilégier le médecin dont l'avis va permettre de vite soigner les malades? On n'a pas besoin de choisir. On peut tout simplement envoyer cette image vers un poste de traitement distant qui peut être installé dans le bureau du médecin ou même très loin dans une autre ville.
Il s'agit tout simplement d'un autre ordinateur dans lequel le patient pourra interpréter l'image sans interrompre le flux de travail. Et une fois que le médecin a interprété cette image, parfois le patient a besoin de se déplacer avec son image. On l'envoie tout simplement vers un robographe qui va l'imprimer sur un film qu'on remettra au patient. Mais si on estime que le film est trop encombrant, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie vers un robot graveur qui va graver l'image sur un CD ou sur un DVD qu'on va remettre au patient. Et si le patient revient des années plus tard réclamer son image, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si l'hôpital veut pouvoir lui fournir ce service, elle envoie tout simplement l'image vers un PACS qui est un serveur d'archivage qui pourra conserver cette image pendant des années. Si vous êtes attentif, alors vous avez compris qu'en plus des appareils qui permettent de réaliser l'image, l'imagerie médicale s'est enrichie d'autres appareils suite à des besoins. Mais comme si cela ne suffisait pas, ces appareils ne sont même pas produits par le même fabricant. D'où la nécessité d'imaginer un langage commun. C'est ainsi qu'est né le langage DICOM qui permet à ces modalités d'échanger des images sans toutefois les détériorer. Vous avez donc là un aperçu des différents thèmes que nous allons aborder dans les vidéos de cette série. Et que vous soyez un personnel de santé, un étudiant du génie biomédical ou tout simplement une personne curieuse, j'espère que vous les trouverez suffisamment simples pour être comprises, mais aussi suffisamment riches pour vous apprendre des choses nouvelles. Je vous invite donc à vous abonner afin de ne pas les manquer, à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, à la partager afin que d'autres puissent en profiter et même à laisser un commentaire si vous en avez envie. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler de radiographie. D'ici là, portez-vous bien.